Bonjour, chers panélistes. J'espère que vous m'entendez. Bonjour aux spectateurs et bienvenue dans ce webinaire. Euh, je réponds au nom de Maître Irakoze Elsie Michel et je serai votre modérateur aujourd'hui dans ce webinaire. Je suis actuellement collaboratrice principale au sein du cabinet Louéa Advocates. Nous sommes basés au Burundi. Je suis diplômée en master en droit des affaires de Symbiosis International University en Inde et je travaille principalement dans le département chargé des services financiers ainsi que la partie intégration régionale. Nous allons avoir sur ce panel des avocats avérés, un professeur. Ils vont nous partager sur des sous-thèmes du moins en rapport avec le droit et la profession d'avocat en ce qui concerne relatif à l'intégration régionale. Comme introduction, la communauté de l'Afrique de l'Est, elle est en train de s'accroître au niveau économique, la stabilité politique ainsi que le développement social parmi ses États membres. Le niveau d'intégration de la communauté de l'Afrique de l'Est est vraiment impressionnant avec une population de 177 millions d'habitants et un PNB combiné de 276 milliards de dollars. Le cadre juridique, il joue un rôle vraiment essentiel dans la facilitation de ce processus d'intégration. Ça garantit aussi l'harmonisation des lois et des réglementations à travers les frontières. La profession d'avocat joue un rôle primordial dans ce processus d'intégration régionale en garantissant l'adhésion aux principes juridiques et en promouvant l'état de droit. Donc, les avocats sont des acteurs clés dans l'interprétation et la mise en œuvre des cadres juridiques régionaux, facilitant ainsi les mécanismes de conformité et d'application. De ce fait, la collaboration entre les avocats juristes des différents États membres de la communauté favorise une meilleure compréhension des cadres juridiques régionaux et promet l'état de droit tout en contribuant à la stabilité dans les affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'intégration donc des avocats congolais et burundais dans les affaires de la communauté permet non seulement de renforcer l'expertise juridique dans la région, mais aussi d'améliorer la compréhension interculturelle et la coopération entre les praticiens de droit. D'où notre webinaire d'aujourd'hui intitulé Le rôle du droit et de la profession d'avocat dans le processus d'intégration régionale. Intégration des avocats congolais et burundais dans les affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. Sur notre panel, nous avons Maître Mulumba Modeste, nous avons Professeur Joseph Kachongia et Maître Minani Salvatore. Nous allons commencer par Maître Mulumba Modeste. Maître Mulumba Modeste Mwamba est un avocat de plus de 18 ans. Depuis plus de 18 ans. Il est inscrit au barreau du Haut-Katanga et du Luamba. Il est aussi doctorant en droit privé et judiciaire de l'Université de Lubumbashi. C'est aussi un activiste des droits de l'homme. Maître Mulumba Modeste, il est aussi directeur associé et fondation du cabinet d'avocats Modeste Mulumba Law Firm. Modeste Mulumba va nous donner porter un regard historique et contemporain du rôle de l'avocat dans l'intégration régionale, cas de l'ILS. Maître Mulumba, Modeste, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro et nous entretenir sur ce sous-thème. Merci. Merci beaucoup, Elsie, de la parole que vous m'accordez. Vous m'entendez, je crois? Oui, oui, nous vous entendons très bien. Voilà. Oui, je salue les nombreux participants à ces webinaires pour lesquels vous m'avez bien présenté en dehors de quelques coquilles liées au nom euh, et même
mon appartenance au barreau du Haut-Katanga à Lubumbashi et du Lualaba à Kolwezi. Qu'à cela ne tienne, vous m'avez demandé de parler du regard historique et contemporain du rôle de l'avocat dans l'intégration régionale, le cas des DLS. Ce thème est plus que d'actualité, d'autant plus qu'il s'inscrit dans les thèmes généraux de ces webinaires qui voudraient voir le rôle de l'avocat ou des avocats burundais et congolais dans l'intégration régionale. Et s'agissant du regard historique, cela part de la colonisation de la RDC, qui au départ, déjà avant l'indépendance, était un seul État avec le Burundi. Et à ce titre, nous avons pu avoir le même système juridique, qui est le système juridique romano-germanique, hérité de la colonisation. D'autant plus que la Belgique, notre métropole, a eu ou continue à utiliser le système juridique romano-germanique, hérité du droit romain et avec la symbiose des autres législations au niveau européen. Et vous allez convenir avec nous que déjà avant 60, même après 60, beaucoup de Burundais étaient admis dans les universités congolaises. Et de là qu'ils ont appris le droit, ils ont été même inscrits dans les barreaux congolais. J'ai été heureux l'année dernière quand j'étais à Bujumbura dans le cadre de de la conférence annuelle d'ILS, de rencontrer un ancien bâtonnier qui a étudié de Burundi, qui a étudié en RDC et qui fut même avocat à Lubumbashi. Donc, ce regard historique a son pesant d'or pour dire que le Burundi et la RDC partagent une grande culture juridique commune. Et s'agissant aujourd'hui de l'intégration de l'avocat, les cas d'ILS, j'aimerais, avant de clôturer ces regards historiques, qui est mon propos introductif, relever que le Burundi et la RDC sont présents dans plusieurs organisations sous-régionales, notamment la CIRGL, qui est la Communauté internationale des États des Grands Lacs. Le Burundi et la RDC partagent également la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, et aussi euh, 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 le Burundi et la RDC partagent aujourd'hui la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'ILS en sigle. Et vous comprenez qu'au-delà de cette histoire commune que partagent la RDC et le Burundi, nous avons beaucoup de liens, parce que ces communautés régionales ont d'abord des liens commerciaux avant de pouvoir envisager les liens juridiques. Et dans le développement de mon thème lié à ces regards historiques et contemporains, ça me permet d'aborder aujourd'hui et à présent les liens contemporains qui sont notamment liés à l'intégration régionale, les cas d'ILS. J'ai dit lorsque nous échangeons sur notre présentation que nous allions dire un mot sur l'ILS. Pourquoi nous devrions dire un mot sur l'ILS avant de pouvoir atterrir à ce qui nous unit, qui est l'intégration ou le rôle de l'avocat dans cette intégration? C'est parce que l'ILS est là depuis plusieurs années, mais ne réunissait que les États d'Afrique de l'Est, à savoir la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et puis le Burundi. La RDC aujourd'hui fait partie au même moment avec le Sud-Soudan. Ça fait partie des derniers États à adhérer au traité d'ILS. Et il y a à peine 2 ans que la RDC a pu adhérer au traité des États d'Afrique de l'Est. Ça nous permet, avec cette adhésion de la RDC, de donner aux nombreux participants à ces webinaires les organes
de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ces organes sont notamment, le premier organe, c'est les sommets qui réunit les chefs d'État. Les sommets réunissent les chefs d'État et des gouvernements. C'est même l'organe suprême de la communauté. À côté du sommet de chefs d'État et de gouvernement, nous avons les conseils. Les conseils est l'organe exécutif d'ILS. À côté du conseil, nous avons les comités de coordination. Les comités de coordination de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Après les comités de coordination, le quatrième organe de la communauté, sont les comités sectoriels. Les comités sectoriels réunissent plusieurs experts. Et à côté des comités sectoriels, nous avons la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. C'est même l'épicentre de ma communication parce que c'est avec la Cour de justice de l'Afrique de l'Est que nous allons, tout au long de ces webinaires, partager ce qui nous unit. Et en plus de la Cour de justice de la communauté de l'Est, il y a l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, qui est le Parlement de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et avant d'atterrir, il y a le secrétariat, qui est l'organe administratif de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et il y a d'autres institutions qui sont laissées à l'appréciation des dirigeants qui pourront être créés par les sommets. Voilà de manière succincte les institutions ou les organes de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Lorsque vous m'attribuez les sous-thèmes du regard historique et contemporain du rôle de l'avocat dans l'intégration régionale, les cas d'ILS, ça m'a paru très complexe pour la simple raison que le rôle de l'avocat est divers et diversifié. Pourquoi divers et diversifié? D'autant plus que dans toutes les démarches, même au niveau de l'organe que nous appelons sommet, et on fait toujours recours aux avocats. On fait recours aux avocats, pourquoi? C'est parce que les avocats ont cette maîtrise légale et légistique. Ils ont cette maîtrise de la loi. Ils peuvent interpréter les dispositions que les chefs d'État et des gouvernements pourront discuter au niveau du sommet. Donc, dans tous les organes que je viens d'énumérer, il y a toujours la présence des avocats. C'est pour dire que le rôle de l'avocat dans l'intégration régionale ne se limite pas seulement à la mission traditionnelle de l'avocat, qui est celle de conseiller, concilier, conclure et plaider. Ça va au-delà de cette mission traditionnelle de l'avocat, qui ne va pas s'arrêter à conseiller, concilier, mais ici, l'avocat sera pratiquement un diplomate, parce qu'il va devoir lire les textes divers et éparses de chaque État pour pouvoir concilier et amener à la convergence de chaque État et protéger et préserver les intérêts de chaque État pour concourir à la création effective d'une communauté. Parce que la communauté a pour vocation non seulement commerciale, mais aussi vous avez vu que dans l'énumération, l'un des organes majeurs de cette communauté est la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est, qui, dans son rôle, a pour plusieurs compétences que je n'ai pas pu énumérer. Peut-être, si vous me le permettez, je vais, de manière ramassée, donner les compétences de la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est, qui est un organe judiciaire, et il y a lieu de pouvoir saluer l'esprit ou l'initiative de
chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Est qui ont pensé créer un organe permanent. Et cet organe permanent a pour vocation de garantir le respect des lois, tant au niveau de l'interprétation que de l'application, ainsi que de l'observation du traité créant l'EAC, l'East African Community, ou la communauté des États d'Afrique de l'Est. La deuxième approche de cette Cour de justice, c'est que cette Cour contient en son sein, comme la Cour pénale internationale, deux chambres. La chambre de première instance et la chambre d'appel. Et cette chambre, ou ces deux chambres, ont pour vocation, comme je l'ai dit, de garantir le respect et l'application ainsi que l'interprétation du traité. Le traité connaît plusieurs dispositions. Je vous ai dit qu'au départ, c'était d'abord un traité commercial, mais ils ont voulu étendre leur coopération dans les domaines divers, les domaines militaires, les domaines diversifiés. Je ne voudrais pas m'égarer du thème du jour. Et ceci va me permettre, après avoir énuméré et donné le rôle de la Cour, de pouvoir conclure mon propos par dire que le rôle de l'avocat, ou le regard historique et contemporain du rôle de l'avocat dans l'intégration régionale et KDLS, je l'ai dit dans le développement de mon exposé de tout à l'heure, ne se limite pas aux missions traditionnelles de l'avocat, que sont les conseils, la conciliation. Il y a lieu d'ajouter aujourd'hui l'avocat n'est plus seulement dans ça, il y a aussi la médiation ainsi que l'arbitrage. Les plaidoiries et autres missions viennent en appui aux missions traditionnelles. Ça veut tout simplement dire que l'avocat participe activement dans l'intégration régionale par la rédaction des actes. L'interprétation à laquelle la Cour est appelée à faire, c'est fait avec le concours de l'avocat. Et au jour d'aujourd'hui, les avocats burundais et congolais sont intimement liés, non seulement pas dans le cadre d'ILS, mais dans le cadre de la collaboration régionale. Et cela s'applique non seulement dans la collaboration entre avocats, qui, au jour d'aujourd'hui, les avocats burundais ont plusieurs marchés sur le sol congolais, notamment sur la protection des marques et des brevets. Il recourt, dans la plupart des cas, à la collaboration des avocats. Je dis et je vous remercie, et je reste disposé au questionnaire de nombreux participants et aux interactions des panélistes que je salue en passant. Merci. Merci beaucoup, Maître Modeste. C'était vraiment très, très intéressant parce que vous êtes parti des liens forts que partagent le Burundi et la RDC, notamment le système romano-germanique. Vous avez aussi mentionné que le Burundi et la RDC font partie d'autres blocs régionaux, notamment la CIRGL, la CEAC, à part l'EAC qu'on parle aujourd'hui. Et vous avez aussi mentionné que le rôle de l'avocat dans ce processus d'intégration régionale ne se limite pas à ce qu'on prête actuellement aux avocats, le conseil, le contentieux. Non seulement cela, ça va au-delà aussi à l'interprétation du traité et à poser leur pierre dans la promotion de la communauté de l'Afrique de l'Est. Je vous remercie. Je prie aussi les spectateurs de mentionner leurs questions dans la box message, conversation. Comme ça, nous pourrons passer aux questions après les présentations. Je vous remercie. Nous allons passer à la deuxième présentation. Elle sera faite par le professeur Joseph Kachong Giab.
Le professeur, il est professeur d'université dans la République démocratique du Congo, l'université de Lubumbashi, l'université de Kolwezi, l'université de Likasi et l'université protestante de Lubumbashi. Professeur Yav est également avocat en RDC depuis 22 ans. Il est aussi directeur associé et fondateur du cabinet d'avocats Yav Associates en RDC et en Congo-Brazzaville. Professeur Yav, il va parler du rôle du droit et de la profession d'avocat dans le processus d'intégration régionale. Professeur Yav, le micro est à vous. Merci beaucoup, maître la modératrice, pour la parole. J'ai suivi avec intérêt le développement fait par le confrère maître Modeste et je ne voudrais pas m'écarter de cette logique. J'aimerais, traitant du rôle du droit et de la profession d'avocat dans le processus d'intégration régionale, dire en 3 points. D'abord, du point de vue introductif. Deuxièmement, je parlerai de l'intégration des services juridiques grâce à la pratique transfrontalière. Et puis, je verrai quels sont les défis et les perspectives, et tout ça dans la quête de sortir de nos pays d'origine. Parce que qui parle de la communauté des États d'Afrique de l'Est, nous avons compris que nos États, nos pays ont cédé ou cherchent à céder une certaine souveraineté, une partie de leur souveraineté pour des matières bien précises. Et l'idée du départ, comme l'a soulevé Maître Modeste, ce n'est pas que l'intégration, ce n'est pas que la recherche commerciale ou économique. L'intégration, pour moi, c'est à la fois un processus et une situation. Les États qui sont indépendants, bien sûr, les uns des autres, ils tendent à substituer de nouvelles unités plus ou moins vastes, dotées au minimum d'un pouvoir de décision. Donc, il y a un besoin de se regrouper par région afin d'accomplir certains objectifs. Et ici, Maître Modeste a eu à soulever les objectifs, n'est-ce pas, quels objectifs de l'EAC. Et nous ne devons pas nous limiter seulement au caractère commercial ou économique. Nous, en tant que juristes, avocats ou ceux-là qui ne sont pas avocats, qui font des professions juridiques, parce qu'ici, quand nous parlons du rôle du droit, nous disons que si l'économie est le moteur de l'intégration, le droit est son moyen. Donc, le droit, c'est le moyen par lequel l'économie, n'est-ce pas, tracte le développement de la région. Il est donc nécessaire de recourir à la formule qu'on appelle de l'intégration par le droit, qui est un processus qui consiste à mettre le droit au centre de toute idée d'intégration. Maître Modeste a eu à rappeler que sans rester dans la plaidoirie, dans la consultation au niveau local, mais il y a des institutions qui sont mises en place. Il y a la Cour régionale qui est mise en place et il faudrait que nous puissions activer en tant qu'avocats, en tant que professionnels de droit, essayer d'activer ces institutions, essayer d'amener des cas devant ces juridictions afin que la communauté puisse vivre. C'est un atout pour nous juristes, surtout pour nous avocats, d'avoir une autre juridiction qui est supra-régionale, qui se situe au-delà de nos juridictions nationales pour faire entendre le droit de nos clients. Parce qu'il y a libre circulation des biens et des personnes et les affaires font que nous puissions, nous en tant que juristes, essayer d'accompagner nos clients pour leurs différents services et nous allons certainement rencontrer ces différentes juridictions. Et pour que cette intégration se fasse,
nous devons être actifs, si pas proactifs. Il est vrai que Maître Modeste a rappelé que le Burundi et la RDC, nous avons une même culture juridique. C'est la culture, c'est le système romano-germanique. Mais dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, tous les États ne sont pas que de cette culture juridique. Donc, il y a des États qui sont de la common law, n'est-ce pas? Maintenant, comment concilier que dans une même communauté sous-régionale ou régionale, nous, avocats de la RDC et du Burundi, les avocats du Rwanda, les avocats de l'Ouganda, du Soudan, Tanzanie et consorts, nous puissions collaborer et défendre les intérêts de nos clients. Donc, il va se poser d'abord un problème au niveau de culture juridique, parce que nous venons de systèmes juridiques différents. Et donc, il est impérieux que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et principalement l'EALS, je voudrais corriger Modeste, quand vous avez beaucoup parlé sur l'EALS, mais en principe, vous parliez de l'EAC, parce que l'EALS, c'est cette communauté des juristes. Cela étant, vous l'aviez corrigé dans votre développement. Et donc, moi, je me dis, vous me suivez? Et on suit très bien. Nous vous écoutons, nous vous écoutons. Oui, Nous sommes en ligne. Merci. Et donc, la pratique ou l'intégration que je prône, c'est une intégration par le droit. Parce que les textes existent, mais faisons vivre ces textes-là. Nous sommes des avocats, nous sommes des professionnels, n'est-ce pas, spécialisés. Et dans la représentation de nos clients, nous plaçons les intérêts de nos clients avant nos propres intérêts, n'est-ce pas? Et cela, nous devons sortir du carcan national. Ici, je parle du deuxième point de l'intégration des services juridiques grâce à la pratique transfrontalière. La pratique juridique transfrontalière est également connue sous le nom de pratique juridique multijuridictionnelle. Pratique juridique multijuridictionnelle. Ça fait référence à la prestation de services juridiques par des professionnels que nous sommes, du droit, au-delà de nos frontières d'origine. Ce type de pratique nécessite, n'est-ce pas, une connaissance des systèmes juridiques, des lois et des politiques des différents pays. Vous allez me dire peut-être que l'avocat ne peut pas tout connaître. Voilà l'intérêt de la collaboration. Voilà l'intérêt pour un cabinet, pour un avocat congolais, de faire recours ou d'inviter ou de travailler avec un cabinet ou un avocat du Burundi, comme exemple, parce qu'ici, c'est le Burundi et la RDC, afin de surmonter les quelques barrières qui puissent être. Parce qu'il y a des barrières qui sont des barrières qu'on peut surmonter, au-delà de barrières institutionnelles ou institutionnalisées. Je vais y revenir. Quand je parle de barrières qu'on peut surmonter, c'est cette barrière où moi je fais allusion, où je suis consulté par un client pour un client qui se trouve au Burundi, ou un client qui se trouve en RDC, mais qui a des affaires au Burundi, ou qui voudrait faire des affaires au Burundi. Je dois être en mesure de l'y accompagner sans nécessairement me rendre physiquement là-bas. Donc, ça signifie avoir une carnet d'adresse, avoir des avocats, des confrères qui soient à même de le faire cela. Ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un second temps, il faudrait que du point de vue institutionnel, qu'il n'y ait plus de barrière, qu'en tant qu'avocat, membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, que toutes les barrières, tous les blocages soient enlevés afin que nous puissions, n'est-ce pas, exercer, accompagner nos clients et saisir la cour sans difficulté. On a eu la fois passée lors de l'Assemblée générale, il y a eu des expériences où le Rwanda était en train
et dire que le Rwanda avait ouvert, mais ce sont les Kenyans qui n'avaient pas respecté la réciprocité. Eh bien, ces questions-là sont des questions qui sont pertinentes. Et dans cette intégration régionale que nous prenons par le droit, eh bien, ces questions seront adressées. Nous ne disons pas que ça doit se faire aujourd'hui seulement. C'est un processus, mais allons sans marquer les pas. Je disais que cela va prendre un processus progressif. Les États des différentes communautés régionales comme ceux de l'EAC devraient ouvrir pleinement leur secteur de services juridiques les uns aux autres. Une région entière devient un marché de services juridiques. Ainsi, l'harmonisation de la pratique juridique dans la région peut contribuer à améliorer la qualité des services juridiques rendus et à terme à améliorer le niveau de la profession juridique. La coopération transfrontalière entre avocats des juridictions différentes nécessite le respect des différences qui peuvent exister entre les systèmes juridiques, comme je l'ai dit. Un avocat qui exerce une activité professionnelle dans une juridiction où il n'est pas membre à part entière de la profession locale doit adhérer aux lois applicables et aux normes d'éthique professionnelle dans la juridiction dont l'avocat est membre à part entière. L'avocat ne doit également exercer que dans la mesure autorisée dans la juridiction d'accueil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le processus, n'est-ce pas, d'exercer au-delà de nos frontières, nous constatons qu'il y a des barrières. Nous devons, en tant qu'avocats, en tant que professionnels de droit, faire en sorte que ces barrières soient levées. Il est vrai que nous acceptons que ça peut être un processus à pas de tortue, mais nous devons être proactifs pour surmonter cela. S'il faudrait nécessairement que nous puissions exercer dans les pays des États de l'Afrique de l'Est, on peut le faire directement ou indirectement. Dans la plupart des pays, il y a ce qu'on appelle la domiciliation. Mon cabinet est en RDC, je dois exercer pour un ou deux dossiers au Burundi, je vais au Burundi et je prends une domiciliation dans un cabinet du Burundi. N'est-ce pas? C'est déjà un plus par rapport à ne pas prester. Et donc, moi, je me dis, nous avons un rôle à faire, à jouer, n'est-ce pas? Et nous ne devons pas que nous lamenter. Quels sont les défis? Je commence par la conclusion de ces défis. Je dis, au-delà des défis que nous avons, la solution, c'est la synergie qui est nécessaire entre nous, avocats et professionnels du droit de l'Afrique de l'Est. Les praticiens du droit congolais et burundais, nous partageons ces défis, mais ce ne sont pas des défis qui sont à nous propres, n'est-ce pas? Certains sont spécifiquement rencontrés par nous, mais d'autres sont des types de défis généraux. Entre autres défis, la barrière linguistique. Si vous lisez dans les commentaires ou les questions, j'ai vu un participant demander s'il y avait possibilité de traduire cette conférence en anglais, parce que lui est anglophone. J'ai pris la liberté de dire, il était dit que cette formation se ferait, cette conférence, ce webinaire se ferait en français. Et donc, vous voyez déjà qu'il y a un problème au niveau de la barrière linguistique. Même dans la préparation de ce webinaire, les communications étaient aussi en anglais. Et donc, ne nous lamentons pas, mais faisons en sorte que ces barrières linguistiques, n'est-ce pas, qui affectent la communication entre les juristes, puissent être, comment dirais-je, ces barrières puissent être levées, surtout dans le clivage anglophone, francophone. C'est même une bonne chose que les francophones soient dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est
et les anglophones. C'est une bonne chose parce que de ces idées, de cette culture mixte, il sortira une force. Deuxième défi, c'est cette appartenance ou ce partenariat juridique, comme je vais le dire. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, une pratique juridique multijuridictionnelle. Nous avons des restrictions au niveau local. Ici, en RDC, on parle de la réciprocité. De la réciprocité, et puis, pour exercer, il faudrait connaître le droit congolais, ainsi de suite. Ça se trouve aussi au Burundi et dans d'autres pays, mais il faut voir qu'est-ce qui peut aller au-delà de cela pour essayer d'enlever cette restriction en matière de partenariat juridique. Une autre question, et là, ça concerne tous les États de l'Afrique de l'Est, c'est la publicité des cabinets d'avocats ou la publicité de nos services juridiques. Au Burundi et en RDC, la publicité est interdite. Donc, un cabinet d'avocats ne peut pas faire de la publicité. On dit que c'est inapproprié. C'est laissé au seul organe, et ainsi de suite. Mais face à la concurrence des cabinets d'autres régions, face à la concurrence des avocats d'autres régions, d'autres pays qui sont en dehors, n'est-ce pas, des États de l'Afrique de l'Est, qui viennent avec de la publicité, qui viennent avec des stratégies publicitaires, eh bien, c'est un défi auquel les cabinets et les avocats doivent surmonter. Il y a la complexité des conflits de loi, n'est-ce pas? En matière de droit privé, on peut arriver à avoir le conflit de loi. Et cela va poser un problème au niveau des praticiens s'il n'y a pas de règles matérielles qui soient érigées au niveau des États ou de la communauté de l'Afrique de l'Est. La différence des systèmes juridiques, j'ai eu à le dire, la restriction de l'ouverture du marché des services juridiques, eh bien, voilà autant de défis qui font que les avocats burundais ainsi que congolais puissent avoir des difficultés pour, n'est-ce pas, exercer pleinement et être efficaces dans la sous-région. Mais que faire? Est-ce qu'il faut se lamenter ou il faudrait voir dans quelle mesure surmonter ces obstacles? Je l'ai déjà répondu. J'ai répondu à cette question en disant on peut y aller par palier, n'est-ce pas? Ou avec le ALS. Nous pouvons voir ensemble, en tant que communauté des juristes, communauté des avocats, comment surmonter ces obstacles. Parce que, au cours de cette intégration régionale, il y a la mobilité des biens et des services. Il y a la mobilité des personnes, des capitaux, mais aussi du partage d'informations. Il faudrait nécessairement que nous, avocats, nous puissions être proactifs afin de surmonter ces obstacles. Que conclure? Sauf dire que, comme Maître Modeste l'a dit, c'est une bonne chose que l'EAC ait accepté la RDC, que l'EAC ait comme le Burundi comme membre, ainsi que les autres membres. Mais il appartient maintenant à nous, acteurs du droit, de faire en sorte que nous puissions pérenniser les idées des pères fondateurs de la communauté des États de l'Afrique de l'Est en activant et en nous impliquant directement et efficacement dans les institutions qui sont établies au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et principalement, faire en sorte que nous soyons actifs dans les réunions, actifs dans les rencontres qu'organise le ALS, afin d'informer certains de nos confrères qui
ne comprennent pas encore le bien fondé et de la communauté, mais également de l'ambition ou du besoin d'enlever les barrières et de rendre la profession, n'est-ce pas, quitter le champ d'un État, mais pour la région ou pour la sous-région. Je finis pour dire ceci que je commande ou je recommande aux organisateurs qui sont membres de l'EALS de voir aussi comment faire en sorte que nous, Congolais, avocats congolais, nous puissions quitter du statut, n'est-ce pas, d'observateurs pour être des acteurs. Parce que toutes les fois que nous nous rencontrons, nous nous sentons un peu chagrinés. Nous avons du chagrin parce qu'on dit non, vous êtes observateur. Et l'observateur ne peut rien attendre, n'est-ce pas, d'une communauté de professionnels qui le bloquent comme les États sont en train de le faire pour d'autres professionnels de droit. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Yann. C'était vraiment intéressant. Vous avez touché des points qui sont essentiels, notamment que le droit, c'est un moyen par lequel l'intégration est faite, et aussi que la communauté de l'Afrique de l'Est est un atout pour les juristes, car il y a d'autres juridictions qui sont ouvertes à eux, et donc les avocats peuvent défendre les intérêts de leurs clients, pas exactement au niveau national seulement, mais aussi au-delà des frontières, c'est-à-dire dans les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous avez aussi parlé de l'harmonisation des textes juridiques ainsi que le principe de domiciliation. Si vous avez du moins un client congolais qui est résident en RDC et qui a un litige au Burundi, donc la domiciliation, venir au Burundi, avoir domiciliation de votre cabinet. Vous avez aussi parlé des défis. J'ai souligné le défi de la langue. Mais par après, vous avez dit que ce n'était pas vraiment un défi parce que c'est aussi un atout pour, que ce soit pour les francophones qui apprennent l'anglais et pour les anglophones qui apprennent le français. Donc, il y a un apprentissage de la part des deux langues, des deux parties. Il y a aussi la concurrence. Vous avez mis un accent sur cela. Il y a la concurrence parce que au Burundi et en RDC, il n'y a pas de publicité. On ne peut pas faire la publicité de nos cabinets. Et donc, comment faire face à cette concurrence? J'espère que nous aurons aussi des idées par rapport à cela. Comme ça, nous trouvons des pistes de solutions. Vous avez aussi mentionné que la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est une opportunité. Il y a la mobilité des biens, il y a la mobilité des services et aussi il y a la mobilité des capitaux. Et on a aussi accès aux informations car il y a l'échange d'informations. En bref, qu'il faudrait que ce soit les avocats burundais et congolais de s'impliquer activement et efficacement dans les organes de la communauté de l'Afrique de l'Est. J'espère ici que les spectateurs ont vraiment écrit leurs questions et comme ça, on va les poser au professeur après la troisième présentation qui sera faite par Maître Binani Salvatore. Minan Salvatore, c'est un avocat au barreau de Bujumbura depuis décembre 2014. Il est aussi membre du Conseil de l'Ordre au même barreau depuis 2022. Il est membre du Comité national des barreaux du Burundi depuis le mois d'avril 2024. Il est secrétaire général adjoint de l'East Africa Law Society, ELS. Il est aussi directeur associé chez Alpha Justice Chambers depuis 2017 et il est directeur exécutif de Human Rights and Development Research Center depuis septembre 2022. Les principaux domaines d'intervention de Maître Minan Salvatore sont
notamment le droit de l'homme et résolution pacifique des conflits, la politique commerciale et droit du commerce international, ainsi que l'intégration régionale. Maître Minan Salvatore va nous entretenir sur un sous-thème étape d'intégration régionale. Quels sont les défis majeurs et les stratégies pour les avocats burundais et congolais? Maître Minan Salvatore, le micro est à vous. Merci beaucoup, chère modératrice. Bonjour à tous les panélistes et je salue également les spectateurs qui nous ont rejoints étant nombreux. Et je les remercie parce que sans eux, on se serait en train de parler entre nous-mêmes, ce qui ne serait pas une bonne chose. Donc, c'est exactement une gratitude. Mais en même temps, je remarque qu'il s'agit d'une audience qui est très limitée. Je me dis que au niveau de l'ILS, est-ce qu'il faudrait chercher d'autres heures plus favorables? Lorsque je regarde, je vois, je crois, une trentaine. Une trentaine, c'est pas aussi nombreux. Vous avez parlé de la population de notre communauté. Enfin, disons que ce sont les avocats qui sont intéressés. Dans tous les cas, ils sont très nombreux. Mais quand je vois 36 participants, ce n'est pas aussi très intéressant. Cela étant, je ne veux pas être comme le prêtre qui blâme ceux qui sont venus à la messe, alors que ceux qui ne sont pas venus sont toujours à l'abri de ces critiques. Je crois donc qu'il faut dire à ceux qui sont déjà en ligne. Comme Maître Elsie l'a déjà signalé, je voudrais revenir sur les étapes d'intégration régionale en insistant sur les défis majeurs et sur les stratégies pour les avocats burundais et congolais dans la communauté est-africaine qui nous abrite pour le moment. Mais là, beaucoup de choses ont été déjà dites par mes prédécesseurs, en l'occurrence par le professeur Joseph Katsung, lorsqu'il a déjà évoqué les barrières, que ce soit celles surmontables, celles non surmontables institutionnelles, et même Modeste est déjà revenu sur pas mal de choses. Tout de même, il faudrait que je vous entretienne sur ces étapes en passant, mais je vais beaucoup insister sur ce qu'on appelle le marché commun, parce que c'est là où nous nous situons en tant qu'avocats, parce que là, on va parler de la libre circulation des biens et des personnes, et des services plutôt, des services et des personnes, et donc c'est là où les avocats peuvent se retrouver très facilement. Alors, je vous parlerai aussi des libertés qui sont impliquées par ce marché commun dont nous parlons. Après quoi, on va parler des défis, ce que j'appelle moi défis opportunités parce que ils sont liés. Ce qui est défi pour l'une, opportunité pour l'autre, et vice-versa, la plupart des fois en fait. Et là, je vais conclure après ça. Alors, là, je vais parler en passant des étapes qui sont notamment, comme les économistes vous le diront, la zone de libre-échange. Ça, c'est le premier niveau où les États décident évidemment de lever certaines barrières, que ce soit au niveau économique, quand ils disent, eh bien, ces mesures protectionnistes, il faut qu'on les enlève pour qu'on puisse échanger entre nous librement. Et là, c'est juste au début. Il y aura alors l'union douanière qui va suivre lorsque les États vont définir, évidemment, entre eux, qu'est-ce que, au niveau douanier, le palier, que ce soit au niveau des droits de douane, que ce soit au niveau d'autres barrières que les États peuvent mettre pour se protéger en partie, parce que les États ne doivent pas non plus ouvrir de A à Z. Et les États étant souverains, ils se gardent certaines matières. Et les États définissent à l'égard des États tiers quels sont les paliers qui doivent être appliqués entre eux et à l'égard de ces États. Viendra alors, en troisième lieu, le marché commun,
qui nous intéresse pour l'instant, qui va évidemment être le moteur finalement. Il y aura la libre circulation des biens, des capitaux, des services, des personnes. Là, c'est très intéressant pour les avocats. Les personnes qui se déplacent, les services qui migrent de A à Z ou de A à B, c'est dans cette catégorie, à ce niveau, à ce stade de l'intégration régionale qui est le marché commun. L'union économique viendra, qui sera suivie très rarement ou après beaucoup de temps par l'intégration économique totale qui suppose une autorité supranationale, soit une fédération. Ça n'arrive pas beaucoup de fois parce que les États sont toujours égoïstes, mais dans tous les cas, il est très difficile de céder la souveraineté totale, chaque État voulant rester lui-même. Alors, quelles sont exactement les libertés qui sont impliquées par le marché commun, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est là où nous sommes très intéressés en tant qu'avocat, en tant que praticien de droit. J'ai déjà souligné cette libre circulation des biens. J'ai déjà parlé aussi de cette libre circulation des capitaux, des services, mais aussi là, pour que cela soit possible, il y a des préalables. Et surtout pour les avocats. C'est ainsi que viennent les opportunités et les défis. Pour les avocats que nous sommes, le professeur l'a déjà dit, on a déjà parlé de ça, la plupart des défis qui sont là ne sont pas insurmontables. Ils sont donc, on peut les résoudre. Le premier défi, que j'appelle défi d'ailleurs opportunité, c'est ce défi-là linguistique, cette barrière linguistique qui n'est pas un problème parce que si un Kenyan ne comprend pas le français, c'est là où le Congolais ou le Burundais pourra être utile à ce Kenyan. Et donc, ils pourront collaborer. Et quand ils collaborent, c'est cette intégration même qui est mise en exergue. Sinon, si le Kenyan devrait parler toutes ces langues-là, le Burundais toutes ces langues et le Congolais toutes ces langues, eh bien, la possibilité ou la nécessité de collaborer ne serait pas très élevée. Mais je pense que pour lever cet obstacle linguistique, nous devons apprendre, comme vous l'avez déjà souligné, je parle de mon prédécesseur, nous devons apprendre et les langues et les nouvelles technologies. Surtout ça alors. Au XXIe siècle, vous avez vu qu'à la période du Covid-19, avec ce qu'on a appelé télétravail, beaucoup ne savaient pas que c'était possible. Aujourd'hui, à la Cour est-africaine de justice, on sait que pendant cette période, il était pratique et facile de plaider étant à la maison. C'est grâce à ces outils, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qu'il faut apprendre parce que sinon, on risque de rester en arrière en tant qu'avocat. L'autre défi, bien évidemment, qui peut être majeur en quelque sorte, c'est la non-information, la sous-information. Et là, c'est trop vaste. Vous pouvez dire qu'un avocat qui se trouve dans la région est-africaine, mais qui ne connaît pas exactement le contenu du traité fondateur de la communauté, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui l'échappent, cet avocat. La sous-information ou la non-information, tout simplement, qui est un défi majeur et qui peut être levé. C'est un autre défi qui n'est pas insurmontable. Il suffit de participer aux différents forats, aux différentes conférences organisées par nos barreaux respectifs de la région, comme l'Assemblée générale de la fois passée, ou celle qui va venir en Ouganda, je profite d'ailleurs, à Kampala au mois de novembre. C'est là où tout est dit, c'est là où même cette collaboration peut commencer, parce que c'est là où vous allez rencontrer votre confrère qui peut dire, eh bien,
comme je vois ce type qui a osé quitter Kinshasa vers Bujumbura ou vers Kampala, eh bien, c'est un type qui est sérieux. Je ne peux pas le comparer à celui qui est resté à la maison. Et l'échange d'informations, très important. L'autre défi, qui n'est pas des moindres, on a déjà souligné ça, c'est cette différence de système juridique, common law versus civil law. C'est encore une fois un défi, mais aussi une opportunité, comme je l'ai déjà mentionné, parce que c'est là où les avocats, les cabinets doivent collaborer. Et c'est là aussi où le barreau, qui est une institution respectée au niveau national, peut faire valoir son rôle au niveau auprès des autorités compétentes, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du législatif, pour faire du lobby ou pour faire des recommandations essentielles pour qu'il y ait cette harmonisation. Et évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Parce que l'homme politique, lui, il a ses intérêts, mais en tant qu'avocat aussi, nous avons un rôle à jouer pour que l'intérêt général soit sauvegardé. Alors, l'absence d'harmonie, entre les différentes législations nationales, c'est un défi majeur, mais encore une fois, la solution fondamentale, c'est cette collaboration dont j'ai déjà parlé, c'est cette implication du barreau au niveau du plaidoyer, au niveau de sensibilisation auprès des autorités compétentes, encore une fois. Cela étant, vous constatez que la plupart des défis qui sont là sont très surmontables. L'avocat doit être motivé lui-même, l'avocat doit savoir ce qu'il cherche, l'avocat congolais ou l'avocat burundais, et d'ailleurs c'est applicable pour tous les avocats de la communauté est-africaine, et même au-delà, l'avocat doit savoir être un homme qui apprend toujours. C'est là où j'ai rappelé la célèbre citation de Barack Obama quand il disait If you think that education is expensive, wait until you see how much ignorance costs. Si vous pensez que l'éducation est chère, eh bien, attendez jusqu'à ce que vous voyez combien l'ignorance coûte. Imaginez quand vous ratez un dossier pour n'avoir pas été en mesure de parler avec un client, ne fût-ce que pendant 5 minutes, ou même 2 minutes, en anglais ou en français, parce que c'est tout possible. Eh bien, c'est là où vous allez dire si j'avais appris cette langue. Mais là, avec Rossi, c'est déjà autre chose. Albert Einstein, lui, il disait que when you stop learning, you start dying. Ça, c'est une mort intellectuelle, évidemment. Vous pouvez rester vivant physiquement, mais intellectuellement, si vous ne vous formez pas davantage, eh bien, à un certain moment, vous disparaissez sur le marché. Eh bien, c'est sur ce marché même, et là, je vais conclure, où nous avons la compétition, où nous avons la concurrence, une concurrence qui n'est pas déloyale. Et là, c'est une autre opportunité pour nos clients. Du début jusque-là, on a parlé des opportunités pour les avocats, mais les clients aussi ont des opportunités lorsque le marché est ouvert. Eh bien, ils pourront choisir parmi plusieurs avocats compétents, lesquels avocats eux-mêmes pourront essayer de s'adapter au marché qui sera sélectif, parce que si vous n'êtes pas compétent, personne ne viendra chez vous, eh bien, vous serez amené à apprendre continuellement et davantage. Pour conclure, je dis que les obstacles ne sont pas insurmontables, je l'ai déjà expliqué. Les stratégies que nous proposons ici et que l'audience va proposer sont pratiques et sont faisables. La détermination et la motivation de l'avocat sont essentielles pour y arriver, mais aussi le rôle des pouvoirs publics est essentiel.
j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Minani. C'était aussi intéressante présentation. Et vous terminez par des questions, surtout pour l'audience, de nous parler de leurs pratiques et de comment ils comptent se mobiliser pour pouvoir être présents sur le marché que nous offre la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous avez aussi parlé des principales libertés qu'implique le marché commun. Ici, il y a la libre circulation des services et des personnes. C'est ce que vous avez mis en parce que actuellement, quand nous parlons des avocats, c'est la libre circulation des services qui nous concerne. Vous avez aussi parlé de l'aspect du politique. Nous pouvons faire de notre mieux et la politique, c'est autre chose. Mais quand même, les avocats ont un intérêt majeur de pouvoir s'impliquer dans la rédaction des textes, l'interprétation des textes. Comme cela, il y a un développement économique dans chaque État membre parce que nous visons la promotion économique, le développement économique dans la communauté de l'Afrique de l'Est. J'aimerais demander s'il y a jusque-là des questions de l'audience, mais je ne vois pas de questions pour le moment. Je vais enchaîner par une question pour les panélistes. Vous allez, chacun des panélistes pourra donner son avis, sa réponse. Je vais vous demander de partager vos idées, vos stratégies sur la manière dont les avocats congolais, burundais, peuvent étendre leurs pratiques juridiques au-delà de leurs frontières et aussi pouvoir se maintenir sur ce marché-là. Je sais que vous avez touché sur certains aspects, mais on aimerait avoir des idées, des stratégies pratiques, parce que je me dis que dans l'audience, il y a soit des avocats qui sont encore juniors, mais aussi peut-être il y a des avocats seniors qui n'ont pas encore exercé sur un autre marché que le marché local. Donc, nous aimerions avoir vos stratégies et pratiques. Je vous remercie. Chacun des panélistes est libre de commencer. Je crois que je prends la main, ayant ouvert les balles. Vous avez posé la question des stratégies. Je crois que le dernier intervenant, Maître Minani, a d'ailleurs effleuré cette stratégie. C'est comme ça, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, et que un Burundais rencontrant un avocat congolais sur les sols burundais lui fait directement confiance. Donc, c'est dire que la meilleure stratégie, c'est celle du réseautage. Le professeur Yav a dit que nous devons participer, tout en relevant un défi pour les avocats congolais qui se voient toujours avec les statuts d'observateurs et non les statuts des membres à part entière pouvant prendre part aux décisions. J'ose croire que Maître Minani, qui est secrétaire général du DLS, va nous dire, vous nous opposez le fait que nos barreaux n'ont pas pu encore adhérer. Mais que dire de nous, avocats, qui avons adhéré à l'ILS à titre personnel? Ne sommes-nous pas membres au même titre que les autres? C'est ça la grande question et les grands défis qui restent à relever. C'est qu'il faudrait revoir les textes créant l'ILS en acceptant que nous, avocats congolais qui avons adhéré à l'ILS, puissions participer activement avec voix délibératrice comme membres. Parce que nous payons nos cotisations au même titre que nos confrères burundais, rwandais, kenyans, tanzaniens, sud-soudanais. C'est dire que la stratégie du réseautage est la meilleure, pouvant permettre à ce que l'intégration régionale puisse se faire sans beaucoup de protocoles. Déjà, au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est, on a brisé les barrières de circulation, notamment par la suppression des visas. Je suis allé à Bujumbura, on ne m'a pas exigé un visa. J'étais à Kigali l'année passée, on ne m'a pas exigé les visas.
J'étais à Nairobi, on n'a pas exigé les visas. Donc, déjà, ayant supprimé les visas, c'est qu'on a permis aux ressortissants de tous ces États membres des DAC de pouvoir circuler librement, sans aucune restriction. Cette restriction qui est déjà au niveau politique, au niveau migratoire banni, j'ose croire qu'avec le management et les plaidoyers d'ILS auprès de nos barreaux, pourra aussi être brisée pour que les avocats de ces espaces, donc cet espace des États d'Afrique de l'Est, puissent aussi circuler librement avec l'incise que le professeur va donner, l'incise de domiciliation. Il y a cette problématique d'interpénétration entre les droits communs, les droits romano-germaniques et la common law dans les États qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, notamment la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Nous pouvons toujours, comme les avocats que nous sommes, aujourd'hui, les avocats congolais ne sont pas interdits de pouvoir prester devant la Cour des États d'Afrique de l'Est. Déjà, à ce niveau-là, on peut voir de quelle manière faire cette intégration par l'application des normes du droit romano-germanique avec celle de la common law. C'est faisable parce que le confrère Minani a dit il y a des difficultés qui ne sont pas insurmontables, qui sont gérables. Et à notre niveau, déjà au niveau de notre système d'enseignement, lorsque nous apprenions les droits internationaux publics, nous avons vu quelques notions de la common law que nous pouvons appliquer par la pratique. Cela est d'autant plus vrai qu'avec l'intégration à l'OADA, où le Burundi voudra adhérer dans un futur proche, vous allez vous rendre compte que l'ancien droit commercial que vous aviez appris avec nous va demeurer, disons, va être supprimé et remplacé par l'OADA. C'est de la même manière que par cette intégration régionale, nous allons devoir utiliser notre profession partout et cela, ensemble, nous pouvons le faire. Je dis. Merci beaucoup, Maître Modeste. Professeur. Oui, merci beaucoup. Juste ajouter, parce que Maître Modeste a répondu brillamment à la question, mais Maître Minani Salvatore, dans son intervention, il a eu à relever un point important. Il est vrai que nos États ont fait ce qu'ils ont eu à faire pour nous amener au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Mais quelle est notre part, nous, en tant que professionnels de droit? Quelle est notre part, nous, en tant qu'avocats congolais et burundais? Nous ne devons pas tout attendre. Une question, pour être à l'aise, il faudrait que nous soyons formés. Or, la formation, c'est une obligation, la formation continue, c'est une obligation pour tout avocat. Et ici, quand je parle de la formation, c'est en rapport avec les différents textes, les traités et les différents protocoles qui font, n'est-ce pas, l'arsenal juridique de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Si déjà à ce niveau, nous n'avons pas ces questions-là, nous ne nous intéressons pas à ces questions, eh bien, nous aurons des difficultés pour aller au niveau de la Cour. Mais qu'à cela nous tienne, le réseautage dont parlait Maître Modeste met en face 2 ou 3 situations. C'est la situation où un client, donc personne physique ou morale du Burundi ou d'un autre pays, État de la communauté de l'État des États d'Afrique de l'Est, contacte directement un cabinet congolais, n'est-ce pas, ou un cabinet burundais, eh bien, il y a un contact qui est direct. Deuxième possibilité, c'est la possibilité des avocats, n'est-ce pas, de la sous-région ou de la région. Je donne l'exemple, un avocat rwandais, n'est-ce pas, qui a son client sud-africain ou rwandais,
et ce client-là a des complications ou voudrait pénétrer le marché de la RDC, ou voudrait bénéficier des services en RDC, c'est cet avocat-là qui va convaincre son client. C'est cet avocat-là qui va contacter l'avocat congolais ou l'avocat burundais, n'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième palier, afin que ce dernier puisse être utile. Troisième palier, c'est maintenant une expertise. Donc, c'est l'avocat, comment dire, kenyan, c'est l'avocat tanzanien, c'est l'avocat rwandais qui a son client ou qui a été consulté sur des questions de droit congolais, n'est-ce pas? Et là, c'est une question de collaboration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le réseautage est important et déjà par le fait de notre participation à EALS, cela fera en sorte que nous puissions ouvrir, n'est-ce pas, notre carnet d'adresse, que nous soyons connus et que nous puissions collaborer. Mais il faut aussi que nous soyons à même de produire, à même d'être capables de faire le travail qui nous est demandé. Et cela, ça passe d'abord par la formation et les échanges d'expériences. Et donc, individuellement, collectivement et en tant que EALS, nous avons des opportunités et des devoirs à faire afin que nous nous sentons vraiment que nous sommes intégrés. C'est bien beau de parler d'une intégration à plusieurs vitesses. Faisons en sorte que ça sera facile, ça sera, comment dirais-je, ça ira mollo, ça ira progressivement, mais que ça commence. Et pour que ça commence, je plaide pour que les formations au niveau individuel ou au niveau collectif puissent jouer un grand rôle, mais aussi que le réseautage, l'accompagnement, la collaboration puisse se faire. Je finis par relever un fait. Nous avons parlé du statut d'observateur. Mais quand nous approchons nos barreaux, je prends le barreau de la RDC, quand on approche le barreau, on sent dans le chef de certains membres, comment dirais-je, un certain désintéressement, une certaine crainte que le marché sera inondé des avocats étrangers. Eh bien, moi je me dis, c'est bien, cette crainte-là se justifie. Mais qu'est-ce que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qu'est-ce que l'EALS fait en tant qu'organisation, notre organisation, nous en tant que professionnels de droit, en tant qu'avocat, qu'est-ce que l'EALS fait pour dissiper ces craintes-là, pour dissiper ces craintes? Une fois que ces craintes sont dissipées, pour dissiper les craintes, ce sont les contacts. Pourquoi on n'organise pas des formations? Ça peut paraître, comment dirais-je, coûteux et tout ça. Pourquoi on n'organise pas des formations en RDC? Pourquoi on n'organise pas des formations au Burundi, et ainsi de suite, pour faire en sorte que les gens enlèvent un peu de leur tête le fait que non, ceux qui viennent, ils ont des agendas cachés et tout ça, ainsi de suite. Je finis pour finir. Il y a un cas récemment d'un cabinet rwandais qui voulait pénétrer le marché congolais. Et face aux obstacles, ce cabinet a décidé de créer une société commerciale. Donc, une société commerciale. Mais alors qu'en son sein, ce n'est pas en soi une société commerciale. C'est un cabinet d'avocats, mais qui ne peut pas, face aux obstacles, créer, comment dirais-je, un cabinet de consultance, et ainsi de suite. Donc, il y a des possibilités de voir comment pénétrer le marché, bien sûr, sans violer les textes, sans énerver quoi que ce soit. Mais soyons ouverts, soyons francs, collaborons, parce que seuls, on ne saura pas. Nous devons conjuguer nos efforts de façon transparente afin que la communauté des États de l'Afrique de l'Est puisse prospérer et que nos clients et nos affaires prospèrent aussi. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si Maître Minani a un ajout à faire par rapport à la question. Oui, merci beaucoup, cher maître. Je voudrais dire quelque chose. Et je commence par à répondre à maître Modeste qui a posé indirectement une question par rapport à la révision des textes qui créent l'ILS. Est-ce une possibilité? Bien sûr que oui.
les textes du monde peuvent être adaptés aux circonstances du moment. Parce que lorsque il était mis en place, les circonstances étaient différentes. Et donc, aujourd'hui que nous avons autant de membres, autant de questions qui se posent, questions pratiques, eh bien, ça ne peut pas ne pas être le cas dans la révision des textes. Et il faut toujours des arguments, vous savez, chez les avocats, eh bien, je pense que les arguments que vous relevez sont très pertinents. Et professeur, quand il dit, est-ce que la crainte que certains avocats ont, comme le marché sera inondé, comme il y a l'ILS qui organise par certaines formations ici et là, je crois que c'est toujours possible. C'est toujours possible parce que avec les webinaires en français déjà, ça ne date pas de longtemps. C'est parce qu'on avait constaté cette carence, cet obstacle que certaines personnes ne sont pas informées de l'ILS et que donc il fallait multiplier différentes interventions en différentes langues. Je crois que donc c'est un pas que l'on a déjà de faire et qui sera renforcé par d'autres opportunités. Pratiques, s'ils ont déjà commencé. Réseautage, c'est très important. On en a déjà développé, je n'y reviendrai pas beaucoup. Mais là, je voudrais ajouter que le renforcement de la visibilité personnelle ou alors des cabinets respectifs, c'est très important. Aujourd'hui, lorsque vous trouvez un cabinet qui n'a pas un site web, qui n'est pas sur les quelques réseaux sociaux les plus fréquemment utilisés, ça c'est déjà un défi. Je vous assure, il y a des clients qui vont vous retrouver à travers ces outils-là, sans toutefois vous rencontrer physiquement. Mais lorsque vous n'y êtes pas, comment est-ce qu'on va vous retrouver? C'est un problème. Et donc, il y a aussi cet aspect formation que le professeur a déjà souligné, mais, et là j'insiste, si on est formé et que surtout on se lance dans cette autre rubrique, publication d'articles, commentaires sur des questions de droit, et là ça va avec les outils dont je venais de parler, eh bien c'est très important que vous puissiez en tant qu'avocat vous maintenir sur le marché et même dévancer les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Liliane. Je me tourne maintenant vers l'audience. Chère audience, si vous avez des questions, veuillez lever la main. Comme ça, on va donner accès au micro pour poser vos questions. Dans le chat, nous avons une question pour le professeur Yav, qui est en rapport avec la libre circulation des personnes. C'est Richard Ilonga qui pose la question. Il dit, peut-il nous édifier pour la Tanzanie? La Tanzanie a brisé la barrière des visas pour les citoyens congolais, alors que les sujets tanzaniens paient encore le visa pour entrer en RDC. En tant que chercheur et professeur, peut-il nous édifier car au nom du principe de réciprocité, la suppression du visa aura été faite aussi en faveur des Tanzaniens. Richard écrit, je suis à la frontière présentement et les Tanzaniens paient les visas. Ok. Oh, mais professeur Joseph Yav a déjà répondu à la question. Merci. S'il y a d'autres questions, vous pouvez lever la main. L'audience. En attendant les questions de l'audience, j'ai une question pour Maître Linan. Il a parlé de la libre circulation des services et des personnes. Par rapport aux services, il y a les Memorandum of Understanding qui sont
du moins qui était en train d'être rédigé, notamment pour les services, les avocats, les ingénieurs. Est-ce que vous avez des connaissances par rapport à ces mémorandums? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que maintenant que la RDC fait partie de la communauté, est-ce qu'il y a une fenêtre pour qu'ils apportent des contributions par rapport à la loi ou au mémorandum? Merci. Est-ce que le professeur est là pour répondre? Mais la question était adressée à Maître Minani. Oui, en effet. Il y a une question au niveau du chat, mais là... Oui, bon, est-ce que je peux répondre au niveau du chat d'abord? Préparé par rapport à cette question. Oui, oui. J'ai dit ceci, j'ai répondu au confrère du barreau du Lualaba qui a posé la question qui se trouve à la frontière en Tanzanie et qu'il voit que les ressortissants tanzaniens sont en train de payer le visa alors que nous, Congolais, nous ne payons plus le visa en arrivant en Tanzanie. Eh bien, je voudrais rassurer, parce que je donne ça dans le cours de droit international privé, je voudrais rassurer le confrère que c'est une question de bureaucratie, comme je l'ai dit. Il y a une lenteur, mais il faudrait peut-être qu'on active cela. Il y a déjà un texte, moi je suis en possession d'un télégramme qui date d'ailleurs de longtemps, un télégramme de la Direction générale des migrations qui informait des différents postes frontaliers de l'exonération, n'est-ce pas, des visas pour les ressortissants tanzaniens. Donc, il faudrait peut-être qu'on vérifie si ça continue encore comme vous êtes là. Donc, mais il faut faire la part de choses. Il faut voir est-ce qu'ils payent, parce que même si nous sommes exemptés ou exonérés de visa, mais nous nous présentons quand nous faisons des formalités. Il y a des formalités que nous faisons et on met soit le stamp, ainsi de suite. Donc, il faut voir. Mais s'ils payent, donc c'est une question de bureaucratie. Il faudrait peut-être que... parce que notre président de la République était en Tanzanie il y a 2-3 jours. Sûrement que cette question a eu à trouver solution. Il faudrait peut-être qu'on fasse le suivi. Mais du point de vue de la réciprocité, il n'y a pas de raison que la RDC continue, n'est-ce pas, puisse continuer à percevoir de l'argent pour les visas, à ce qui concerne les ressortissants tanzaniens. Maintenant, un commentaire simple. Je me dis, regardez au niveau de la sous-région, de la région, la plupart des pays enlèvent ces questions de paiement de visa et tout ça. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, que cela soit, du moment que nous entrons dans la communauté, dans les communautés sous-régionales ou communautés régionales, que ces questions soient encore d'actualité. Je vous donne un exemple. Toutes les fois que moi j'y vais en Afrique du Sud, je vais en Zambie, nous sommes membres de la SADC. C'est écrit là, SADC Members States, ou ressortissants des pays de la SADC. Mais quand je vais là-bas, je dis non, vous, c'est pas ici, allez prendre le visa. Vous comprenez que deux fois, il y a des problèmes. Mais je mets ça sur le compte de la bureaucratie, parce que même si on cherche à faire payer les visas, par rapport à l'argent que les pays gagnent sans visa, moi je me dis autant enlever les visas, parce que c'est vrai, il peut y avoir une question de sécurité, mais cette sécurité
et n'est pas que sécurité au niveau des armes, mais il y a aussi la sécurité humaine. Donc, moi, je me dis que c'est une question qui doit être dépassée. Mais merci quand même d'avoir soulevé cela. Merci. Merci beaucoup. Maître Minani. Merci beaucoup. Est-ce que vous me recevez? La connexion n'est pas très bonne ici. Pas stable. Vous m'entendez? Moi, je vous reçois très bien. Merci bien. Alors, lorsque nous étions en Assemblée générale de l'ILS, la 28e édition, l'année passée, donc, à Bujumbura, il a été posé une question entre certains confrères qui disaient, chez nous, eh bien, on laisse les avocats des autres pays venir pratiquer, mais chez vous, on n'a pas encore ouvert totalement. La question a été posée, je me rappelle, et il a été dit que chaque barreau devrait aller faire une sorte d'évaluation et voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui manque finalement. J'ose espérer que d'ici l'autre Assemblée générale qui se tiendra à Kampala, parce que là, entre-temps, on aura déjà eu 2 ou 3 d'ailleurs, 3 conseils d'administration. On aura déjà fait un état des lieux par rapport à ce que nous avons demandé à nos barreaux respectifs. Maintenant, sur la contribution des avocats de la RD Congo qui viennent de nous rejoindre dans la communauté par rapport à ces différents, à ce mémorandum, autre mémorandum, c'est toujours possible. C'est toujours possible au niveau de l'ILS, chaque fois qu'il y a une contribution, et elle est la bienvenue. C'est pour cette raison même que nous disons que la diversité au niveau de l'ILS, pensons que les avocats congolais ont une expérience diversifiée par rapport aux autres avocats, comme nous, et donc les contributions qu'ils peuvent apporter sont toujours les bienvenues. Au niveau du secrétariat, Brena est déjà là, elle est du secrétariat, elle est de la communication. Merci beaucoup, Salvatore. Jusque-là, je ne vois pas d'autres questions de la part de l'audience. Est-ce que vous avez des questions, cher public? Si oui, vous pouvez lever la main et poser la question. Nous n'avons pas encore d'autres questions, mais j'aimerais souligner ces quelques points que les panélistes ont mentionnés pour que les avocats burundais et congolais puissent vraiment conquérir le marché de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi pouvoir du moins se maintenir là-bas, c'est par les formations. Ici, par formation, j'aimerais interpeller encore une fois l'ILS. Ce sont les organisateurs de ce webinaire. Il faut avoir d'autres webinaires en français, comme ça les avocats congolais, burundais puissent du moins participer activement, diversifier aussi les thèmes de formation. Comme ça, nous sommes équipés dans différentes matières. La deuxième sollicitation, du moins proposition, était la collaboration. La collaboration, c'est vraiment très, très important parce que sans collaboration, nous ne pouvons pas vraiment travailler facilement dans la communauté de l'Afrique de l'Est, surtout que nous avons des clients qui ont des intérêts dans les différents pays. Par exemple, un client burundais, congolais qui a des intérêts en Tanzanie, au Kenya. Donc, il faut qu'il y ait cette collaboration avec les avocats de la sous-région. Comme ça, quand un avocat burundais ou congolais qui ne peut pas plaider sur le territoire kenyan, tanzanien ou congolais, il y a une collaboration avec nos confrères des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et il y a le réseautage. Le réseautage, c'est très, très important
Et Minani a souligné le rôle de la technologie aussi. Il y a le réseautage par contact direct, c'est le professeur Yav qui l'a mentionné, par contact direct. Par exemple, l'ILS de l'année passée, il y avait les avocats congolais. Vous avez pu participer dans les panels, c'était très, très important et très, très intéressant. Une première pour nous parce qu'on avait des panélistes qui parlaient français, c'était waouh. Alors, il y avait création d'un contact direct avec les confrères de l'ILS, du moins de la région. Il y a aussi le réseautage qui passe par différents canaux, notamment avoir un compte, un site web. Si vous n'avez pas de site web, comment est-ce qu'on va vous trouver un site web, être présent sur, par exemple, LinkedIn, partager vos publications, partager les formations, partager les différents points que vous avez traités ou bien citations, situations pertinentes en tant qu'avocat sur vos comptes, sites web. Comme ça, quand on va chercher un avocat, par exemple, en RDC ou au Burundi, on pourra du moins vous localiser facilement. Ça, ce sont des points que j'ai vraiment soulignés. Maintenant, je reviens encore une fois à l'audience, s'il y a des questions. Même là, maintenant, il n'y a pas de questions. Je crois qu'ils ont tout compris. Maître. Oui. Maître, en fait, Oui. en attendant que les questions viennent, puisqu'on a encore quelques minutes, en fait, si vous ne voyez pas les questions, la raison peut être l'une ou l'autre de celles que nous avons évoquées. Soit les technologies ne sauraient pas bien les manier comme telles, ou alors on a tout compris peut-être. Mais en tout état de cause, je crois que les questions peuvent être posées et les formations, comme vous le mentionniez tout à l'heure, doivent être faites par les avocats. On ne peut pas, en tant qu'avocat, finir d'apprendre. C'est pour cette raison que, là, je le souligne, au Burundi, la nouvelle loi a institué une formation continue obligatoire pour tous les avocats. À l'époque, il n'y en avait pas. Ce n'était pas continu obligatoire. Maintenant, c'est une obligation professionnelle, que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, parce que la technologie ou le monde évolue. Et donc, on doit être toujours en mesure d'aller avec le monde de là où il est. Alors, vous avez mentionné la diversification des thèmes au niveau de l'ILS, au niveau des formations et tout ça. Là, on a commencé, on ne va pas reculer. Cette année, en Ouganda, encore une fois, il y aura des thèmes en français. J'interpelle nos confrères congolais qui devraient s'y préparer davantage. Et il faudrait qu'il y ait des panélistes congolais avec des thèmes diversifiés. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et donc, on vous invite déjà à partir de demain. Et donc, il faudra vous y préparer davantage. Le français étant déjà une langue maintenant, très bientôt de la communauté, effectivement, eh bien, vous comprenez qu'on ne peut pas toujours laisser en arrière nos amis congolais, qui sont par ailleurs plus nombreux. Quoique au niveau de la francophonie, la population congolaise est très nombreuse. Et à plus forte raison, si on considère seulement les quelques pays de l'Afrique de l'Est. Donc, là, on vous rassure que les thèmes seront divers. Merci. Merci beaucoup. Il y a Richard Ilunga a levé la main. ILS, vous pouvez lui donner accès au micro, comme ça il peut poser la question. Merci. Richard, est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Bonjour, Richard. Bonjour, Maître Elsie Michel. Merci de la parole nous accorder. Je ne sais pas si vous nous entendez. Je vous entends très bien. Merci beaucoup. Je salue les interventions de tous les panélistes. J'ai senti vraiment de la crème scientifique. Et
ma préoccupation réside sur les recommandations qu'on formule dans différents forats. Là, je m'adresse à tous les panélistes parce que à chaque rencontre, à chaque forum, il y a des recommandations qu'on est en train de faire ou d'émettre par rapport aux ambitions des hommes politiques qui s'accrochent à leur égocentrisme. Nous, avocats, on se heurte toujours à leur desiderata par rapport à la prise de bonnes décisions pour une bonne intégration, pour une bonne interaction des juristes dans cette communauté. Alors, ma préoccupation et mon inquiétude consistent en ce que, est-ce que tout ce qu'on vient de nous démontrer comme défi et les stratégies proposées pour être mises sur pied pour une bonne intégration dans cette communauté, est-ce que ça pourra un jour tenir au regard de cet aspect d'égocentrisme de l'homme politique qui ne veut pas là où son intérêt est mis en danger. Parce que ce qui est vrai, quand les avocats se mettent en danse, les politiques, ils se sentent menacés, ils se sentent en danger. Est-ce qu'un jour, vraiment, on parviendra à l'élimination de toutes les barrières par rapport à une bonne intégration du droit dans cette communauté? Voilà ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Richard. Les panélistes peuvent répondre. Oui, Elsie Michel. Oui. La question du confrère Richard est très pertinente parce que il s'interroge si demain les politiciens vont laisser les avocats poursuivre leur élan d'intégration et des rassemblements. Je l'ai dit dans mon exposé qu'ensemble on est fort. Ensemble on est fort parce que nos colonisateurs nous ont appris que l'union fait la force et lorsque nous avons évolué, nous aimerons plus évoluer dans la solitude alors que la solidarité rend fort. Si les avocats que nous sommes demeurons déterminés à arriver à bon port de ce que nous avons et ce que nous pensons faire, j'ose croire qu'aucune force politique soit-elle ne pourra nous faire reculer. Voilà pourquoi je demande au confrère Richard de rester optimiste et de rester dans cet élan des communautés pour pouvoir faire aboutir l'ILS à de bons et meilleurs résultats. C'est beaucoup modeste. Je ne sais pas si professeur Yav Oui, merci. Je voudrais, à la suite de Maître Modeste, pas rassurer, mais interpeller le confrère, le confrère Richard. Nous avons l'habitude en tant qu'humains, nous avons peur de l'inconnu, n'est-ce pas? C'est normal, c'est un réflexe normal. Mais nous avons fait le choix de devenir des avocats. C'est pour défendre des causes que nous jugeons justes en âme et conscience. Peu importe les agitations politiques, peu importe. Supposons qu'un jour, un chef d'État ou un gouvernement décide de bloquer ou de se retirer, ainsi de suite. Mais nous, en tant qu'avocats, nous devons porter nos voix pour que cela n'arrive pas. Eh bien, ne soyons pas attentistes. Je ne dis pas d'être rebelles, mais jouons notre partition en tant qu'avocat. L'avocat, ce n'est pas celui qui attend. L'avocat, c'est celui qui fonce et fait marcher même les lois. Parce que notre culture africaine, nous avons tendance à dire non, mais qu'est-ce qu'on va dire? Non, faisons ce qui doit être fait. N'attendons pas qu'on le fasse à notre place. Et pour cela,
nous, en tant que vous êtes du barreau du Lualaba, donc vous êtes de la RDC, n'attendons pas que nos barreaux à nous puissent s'activer. Nous avons pris le courage de venir à EALS, des régions de la communauté, n'est-ce pas, avant que nos barreaux ne le fassent. Et nous allons tirer le barreau jusqu'au bout. Et donc, moi, je me dis, c'est vrai de s'inquiéter, mais n'ayons pas crainte, car nous sommes des acteurs et soyons des acteurs pour les actions et non pas pour croiser les bras et être attentistes. Merci. Merci beaucoup, professeur. Prendre des initiatives. Très bien. Ne pas attendre. Maître FC. Oui, oui. Oui, Maître. Très bien. Richard a posé une très bonne question. En fait, les hommes politiques poursuivent leurs intérêts, mais bien évidemment, se trouvent dans notre communauté et les avocats sont là. Alors, ça dépend donc de la stratégie. Quand il faut faire que les recommandations soient adoptées ou avancent, il y a le formel, il y a aussi l'informel. Les hommes politiques sont nos frères et sœurs, sont nos amis, même s'ils ont d'autres intérêts à côté, que je dirais égoïstes, entre guillemets, ils œuvrent pour le bien-être de la société. Alors, les avocats savent argumenter. Lorsque vous voulez convaincre un homme politique du bien fondé de telle ou telle autre décision, intégration ou quoi que ce soit, de toute façon, s'il n'est pas têtu, s'il est convaincu par les arguments, c'est là où j'ai parlé d'ailleurs du rôle des barreaux respectifs en tant qu'institution pour influencer l'exécutif ou le législatif. C'est possible toujours. Il faut être optimiste, mais il faut adopter des stratégies stratégiques. Je m'excuse de la tautologie. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question. Quelles sont les conditions d'adhésion et pourquoi nos barreaux tardent dans le temps? Vous pouvez clarifier votre question à la condition d'adhésion à quoi? Ça doit être ILS, je pense, n'est-ce pas? Okay. D'accord. Alors, là, je ne sais pas s'il va ou elle va clarifier, mais je voudrais dire que lorsque vous lisez le texte ou la constitution de l'ILS, vous allez voir les conditions. Mais la question fondamentale pour la RD Congo, je crois qu'ils ont 26 ou 27 barreaux, on peut me corriger ici. Et là, au niveau de l'ILS, on ne vient pas comme barreau, c'est comme pays. Lorsqu'il y a un barreau national, ça devient facile, ça devient très facile. Mais lorsqu'il y a des barreaux indépendants, il faut que ces barreaux eux-mêmes s'entendent comment ils peuvent venir. Et puis, en tant qu'ILS, on va voir la RD Congo qui est venue. Mais cela étant, est-ce que s'il y a des barreaux qui ne veulent pas adhérer, obstacle au second? Non, ils ne seront pas obstacle au second, mais ça dépend toujours de l'organisation interne. Nous disons, c'est la RD Congo qui est venue, qui est membre de l'ILS, mais la RD Congo est membre de l'EAC, évidemment. Je fais un parallélisme. Et donc, les barreaux eux-mêmes peuvent venir lorsqu'ils veulent. Merci. Merci beaucoup. Il y a aussi un lien qui a été envoyé dans la partie discussion par Tena Ishimi, en charge de la communication au sein de l'East Africa Law Society. Ce lien va vous donner beaucoup plus de précision. Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui. Oui, c'est en réponse à Maître Sam Kassanda et surtout à la suite de l'intervention de Maître Salvatore Minani. Nous avons eu, lors de la dernière assemblée, nous avons eu des réunions. Il y a eu une réunion, c'était le dernier jour,
un jour après, nous avons eu des réunions, le bâtonnier du barreau du Haut-Katanga et ainsi que un ou deux bâtonniers du Kivu, du Grand Kivu, et membres du Conseil de l'Ordre. Et nous-mêmes, là, nous avons participé avec Maître Kyungu, membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Haut-Katanga, avec le comité, avec le président de l'EALS. Et donc, cette question a été relevée sur, comme Maître Minani l'a dit, sur le nombre de barreaux que nous avons chez nous et que de la nécessité que ce soit le barreau national. Mais nous avions échangé avec le comité de EALS et certaines tâches devaient être accomplies afin que la procédure soit facilitée. Et donc, j'ose croire que d'ici l'Assemblée prochaine, il y aura sûrement une progression positive. Il y aura un progrès pour que cela se fasse. Mais qu'à cela nous tienne, Maître Modeste l'a dit, nous, en tant qu'avocats, nous nous sentons membres à part entière et nous n'attendons pas qu'un barreau le fasse à notre place, du moment que les statuts nous permettent de payer nos cotisations et de prendre part aux assemblées et aux activités. Et nous l'avons fait. J'étais le premier d'ailleurs à le faire. Et puis, j'ai amené mes confrères, les maîtres Modeste, maître Francis Kyungu et les autres. Et moi, je me dis, continuons d'abord, même au niveau individuel. Et puis, nos barreaux suivront tant que nécessité se fera sentir. Merci. Merci beaucoup, professeur. Comme nous avons commencé en parlant du thème du webinaire, le rôle du droit et de la profession d'avocat dans le processus d'intégration régionale, l'intégration des avocats congolais et burundais dans les affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. Je vais demander aux panélistes de donner en quelques mots les points clés à emporter pour que nous ayons genre des points qu'on doit garder comme sacrés pour que l'intégration des avocats congolais et burundais dans les affaires de la communauté soit vraiment se fasse de manière d'une bonne manière. Ah oui, oui. Je vais commencer par Maître Modeste, ensuite par Professeur Yav et enfin terminer par Maître Minan. Et vous avez chacun 1 minute. Merci. Merci beaucoup, Elsie, de la parole que vous m'accordez pour conclure ce webinaire. Ça a été un plaisir de partager avec les nombreux avocats à travers l'espace de la communauté des États d'Afrique de l'Est et spécialement à travers les barreaux des États d'Afrique de l'Est, ILS. L'expérience historique et contemporaine de l'intégration, du rôle de l'avocat dans l'intégration régionale, dans lesquels relever que ça sort du cadre classique et ordinaire qui est consacré notamment à la conciliation, au conseil, à la médiation, mais ça va au-delà parce que l'avocat détient les bonnes connaissances dans la rédaction, la compréhension et l'interprétation des textes légaux, nationaux, régionaux et internationaux. Voilà en substance en quoi a consisté mon intervention à ce webinaire. Merci. Professeur Yann. Oui, merci. Après les échanges, nous devons retenir que nous, en tant que professionnels de droit, nous, en tant qu'avocats, nous avons un grand rôle à jouer pour l'intégration régionale. En tant qu'acteurs, mais aussi en tant que consommateurs. Et pour ce faire, nous devons être outillés et travailler en synergie pour que les services juridiques que nous offrons soient à même de satisfaire
nos clients et les habitants de la sous-région. Merci. Merci. Maître Minani. Merci, Maître FC, pour la parole accordée. Je pourrais conclure en rappelant que les défis, opportunités que nous avons relevés sont là pour nous et pour nous. Et donc, l'avocat doit toujours, pour une effective intégration, rester aux aguets qui doivent à jour. Et là, je reviens sur la formation continue, sur l'apprentissage, sur le réseautage et sur l'intérêt qui est toujours porté à cet épanouissement et le fait d'aller au-delà des frontières pour ne pas nous rester pas donc à la maison. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois, chers panélistes, pour les présentations vraiment très riches et inspirantes et qui nous donnent du moins des points clés à retenir sur l'intégration des avocats congolais et burundais dans les affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. Je remercie aussi à l'audience, au public qui nous a suivis et nous vous remercions aussi pour les questions. S'il y a des questions, des suggestions, même après ce webinaire, veuillez les adresser à l'ILS. Ils nous les feront parvenir et on pourra encore une fois vous répondre. Je vous remercie et bon après-midi. Merci, très bien. Mm-hmm. Bye bye. Merci. Merci.